Dans les ruines gelées de Stalingrad, la puissante 6e armée allemande rencontra sa fin, non pas dans une explosion de gloire, mais dans la famine, la reddition et une souffrance inimaginable. Plus de 91 000 soldats allemands furent faits prisonniers début 1943, marchant vers la captivité sous les mains brutales de leurs geôliers soviétiques. Mais pour la plupart, la reddition n'était pas la fin de leur cauchemar, ce n'était que le début. Ce qui les attendait était un monde de marches forcées, de famine, de maladies et de travaux exténuants dans les vastes camps de prisonniers de l'Union soviétique. Peu survivraient, encore moins reviendraient chez eux. Les hommes qui autrefois combattaient pour la vision de la conquête de Hitler deviendraient plutôt des pions dans une guerre différente, celle de la propagande, de la punition et de l'effacement. Comment ces hommes ont-ils enduré des années, parfois des décennies de captivité? Et quelle brutalité ont-ils affronté sous les mains des soldats soviétiques? L'encerclement à Stalingrad, le début fatidique de la chute ultime de l'Allemagne. Le matin du 19 novembre 1942, l'Union soviétique lança l'opération Uranus, une contre-offensive minutieusement planifiée visant à encercler et anéantir la 6e armée allemande à Stalingrad. L'armée rouge, sous le commandement des généraux Zhukov et Vassilevski, frappa les flancs des forces allemandes, ciblant les divisions roumaines et italiennes vulnérables qui gardaient la périphérie extérieure. Mal équipées et mal préparées à l'assaut soviétique, ces unités de l'Axe s'effondrèrent sous le poids de milliers de chars et d'infanterie soviétiques. En quelques jours, les forces soviétiques avancèrent rapidement, convergeant vers la ville de Kalach le 23 novembre, scellant efficacement le Kessel, le chaudron allemand. À l'intérieur de l'encerclement, plus de 250 000 soldats allemands et alliés de l'Axe se retrouvèrent piégés. L'orgueilleuse 6e armée, fer de lance de l'offensive d'Hitler en Union soviétique, était désormais à la merci de l'armée rouge et du rude hiver russe. Les réserves s'épuisèrent rapidement alors que la nourriture, le carburant et les munitions venaient à manquer. Les soldats fouillaient désespérément pour trouver de quoi manger, se nourrissant de chevaux, d'écorces d'arbres et même de rats pour survivre. Le froid, si mordant, fit de l'engelure un tueur silencieux. Les rangs affamés se gangrenèrent de blessures et les maladies se propageaient sans retenue. Dans une situation aussi désespérée, Adolf Hitler refusa d'autoriser la reddition. Depuis son quartier général en Prusse orientale, il ordonna à son général Friedrich Paulus, commandant de la 6e armée, de tenir jusqu'au dernier homme. Pour redonner espoir à ses troupes, Hitler leur assura que la Luftwaffe d'Hermann Göring assurerait un ravitaillement aérien. Cette promesse, cependant, relevait du fantasme. La Luftwaffe, loin d'atteindre ses objectifs de livraison et incapable de faire face à l'ampleur du cauchemar qu'était devenu Stalingrad, ne parvint qu'à livrer une infime fraction des 800 tonnes de ravitaillement nécessaires chaque jour. Du pain moisi, des pommes de terre gelées et, pour les plus chanceux, quelques morceaux de viande de cheval étaient les maigres rations des soldats affamés. Les semaines passèrent et la désespérance se mua en désespoir. Les lettres envoyées à la maison portaient les mots hantés par les horreurs de l'encerclement. La résignation gagna les soldats qui comprenaient que le secours ne viendrait pas. Certains se suicidèrent plutôt que de mourir de faim. D'autres s'effondrèrent dans la neige, trop gonflés et épuisés pour se relever. La 6e armée ne raconta pas l'histoire d'une grande bataille, mais celle d'une force jadis puissante, réduite par le froid, la faim et la maladie. Fin janvier 1943, l'armée rouge resserra son étreinte sur le Kessel et lança des assauts meurtriers incessants contre les derniers défenseurs allemands pour les écraser. Hitler promut Paulus au rang de maréchal, lui donnant un ordre explicite de combattre jusqu'à la mort, mais lui laissa un choix déchirant. Paulus défia les ordres d'Hitler et se rendit le 31 janvier 1943, lorsque son quartier général fut encerclé, et que ses hommes étaient soit morts, soit agonisants. Les dernières poches de résistance allemande à Stalingrad tombèrent 2 jours plus tard. Sur les 91 000 soldats allemands capturés, moins de 5 000 reverrèrent leur patrie. Stalingrad ne fut pas seulement un désastre militaire, mais un tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. Un autre mythe venait d'être brisé, celui de l'invincibilité nazie, annonçant que la longue route vers Berlin avait commencé. Pourtant, la guerre n'était pas terminée pour ceux qui espérèrent la paix et avaient déposé les armes.
La reddition de Stalingrad, des soldats allemands aux prisonniers de guerre vaincus. La puissante 6e armée allemande avait été dévastée, affamée, et à la fin de janvier 1943, parmi les ruines de Stalingrad. Ils avaient affronté un froid glacial et des attaques soviétiques. Ils avaient subi une lente mort par famine pendant des mois. Leur commandant, le général Friedrich Paulus, avait obéi aux ordres d'Hitler de maintenir la ville à tout prix jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de moyens de la tenir. Et maintenant ils étaient coincés, sans espoir, entre le choix de se rendre et de désobéir au Führer, ou de se battre jusqu'à leur dernier souffle. Le 31 janvier 1943, les forces soviétiques prirent d'assaut le quartier général de la 6e armée, situé dans le sous-sol du grand magasin Univermag à Stalingrad. En présence des officiers soviétiques, dont Paulus, qui avait auparavant commandé 250 000 soldats, Paulus était assis, immobile. Quelques heures auparavant, Hitler l'avait promu maréchal, un autre message lui ordonnant de mourir. Aucun maréchal allemand ne s'était jamais rendu. Cependant, Paulus était épuisé et désillusionné et prit sa décision. Lorsqu'il n'y avait plus de munitions, plus de ravitaillement et aucun renfort en vue, il capitula devant les soviétiques avec son état-major. Des dizaines de milliers de soldats allemands, suivant son exemple, déposaient leurs armes et apparaissaient des caves, des bâtiments soufflés et des tranchées creusées à travers la ville. Leurs yeux creux, leurs visages gelés, leurs uniformes sales et en haillons les rendaient à peine reconnaissables. Ils levaient les mains, tremblants de froid et de faim. Le 2 février, la dernière résistance allemande disparut. La bataille de Stalingrad était terminée. Il y avait alors plus de 91 000 soldats allemands, ainsi que des milliers de troupes roumaines, italiennes et hongroises, prisonniers de guerre. Ce qui arriva dans la vie de ces hommes ne fut pas le même pour tous. Certains furent traités humainement, nourris, abreuvés et pris en charge par des soldats soviétiques qui les considéraient comme de simples êtres humains, brisés par la guerre. D'autres n'eurent pas cette chance. Le besoin de vengeance était si brûlant chez beaucoup dans l'armée rouge. Ils avaient vu leur propre ville détruite, leurs familles tuées et leurs camarades mourir congelés dans la neige. Les Allemands ne méritaient en aucune façon de miséricorde, pensaient-ils. Des prisonniers furent abattus ou poignardés à la baïonnette ou exécutés sur place, comme le rapportèrent des survivants. Certains eurent leurs bottes et manteaux arrachés, laissés à mourir de froid. L'épreuve pour ceux qui avaient survécu à la reddition initiale n'était pas terminée. Des mois de famine avaient affaibli leur corps, alors que les colonnes de prisonniers marchaient à travers la neige profonde, sortant des ruines de Stalingrad. Les gardes soviétiques, aguerris par la guerre, n'avaient que peu de patience pour ceux qu'ils ne pouvaient pas rattraper. Ils étaient abattus sur place ou laissés à mourir. Une autre bataille se profilait sur la route de la captivité, contre la faim, l'épuisement et l'hiver russe glacial. Pour la première fois, une armée de campagne allemande entière avait été détruite. La catastrophe d'Hitler marqua un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Pour les hommes qui avaient survécu à la bataille, cependant, ce ne serait que le début de leur souffrance. Environ 91 000 prisonniers furent capturés, dont moins de 5 000 reviendraient jamais en Allemagne. Pour tous, la reddition ne fut pas la fin de la guerre, mais le commencement d'un autre cauchemar. Les marches de la mort de Stalingrad, une longue et cruelle route vers la captivité. La bataille de Stalingrad était terminée, mais pour les 91 000 soldats allemands qui s'étaient rendus, le véritable défi ne faisait que commencer. La guerre avait ravagé l'Union soviétique, épuisant ses ressources et sa capacité à nourrir sa propre population. Il n'y avait pas seulement un manque de provisions, mais aussi peu de moyens pour loger autant de prisonniers. Sans train ni véhicule disponible, une seule option restait possible, marcher sur des centaines de kilomètres à travers la steppe gelée, sous les blizzards, la famine et l'épuisement. Presque immédiatement après la reddition du 2 février 1943, les marches forcées commencèrent. Pourtant, les captifs étaient endurcis, et les gardes soviétiques l'étaient tout autant. Ceux-ci avaient été façonnés par la guerre et ne montraient que peu de pitié. Pour eux, ces hommes n'étaient que des envahisseurs, responsables de la destruction de leur patrie. De plus, aucun système organisé de prise en charge des prisonniers allemands n'existait. Ils étaient placés en longues colonnes, parfois sur plusieurs kilomètres, et dirigés vers des camps de transit improvisés à la hâte. Les conditions étaient d'une brutalité extrême.
Les températures descendaient souvent en dessous de moins 30 degrés Celsius, moins 22 degrés Fahrenheit dans l'hiver russe. Leurs manteaux et bottes avaient été perdus au combat ou volés par des troupes soviétiques en quête de vengeance, et la plupart des prisonniers ne portaient guère plus que leurs uniformes d'été en lambeaux. Ils entouraient leurs pieds de chiffon dans l'espoir d'éviter les engelures, mais c'était inutile. Chaque pas sur les routes glacées envoyait des décharges de douleur à travers leurs corps affamés. Bientôt, la faim et la soif devinrent insupportables. Les gardes soviétiques distribuaient peu de nourriture, jetant une poignée de pain gelé dans la neige, que les hommes devaient se battre pour récupérer. Ceux qui ne pouvaient pas se battre restaient sans rien. L'eau était tout aussi rare. Les prisonniers devaient manger de la neige pour s'hydrater, ce qui ne faisait qu'aggraver leur état misérable. À mesure que les kilomètres s'accumulaient, les plus faibles commencèrent à s'effondrer. Il n'y avait pas de temps pour les mourants. Les gardes abattaient ceux qui tombaient, soit pour ne pas ralentir la marche, soit pour ne pas avoir à les abandonner. D'autres étaient simplement laissés sur place. Le long de la route vers la captivité, des cadavres jonchaient le sol. Des hommes tombaient sur place et gelés là où ils s'étaient effondrés, leurs corps bientôt recouverts par la neige poussée par le vent. Plus tard, des témoignages évoquèrent des parachutistes prisonniers abandonnés dans la neige, figés comme des statues, leurs yeux vides fixant le néant. Les survivants se serraient les uns contre les autres la nuit pour partager leur chaleur corporelle. Mais il arrivait que certains prisonniers s'endorment et ne se réveillent jamais. Leur corps, affaibli par la dysenterie, le typhus et la pneumonie, étaient emportés par la maladie qui se propageait rapidement. Chaque jour de marche voyait davantage d'hommes disparaître dans l'hiver russe. Après des semaines de souffrance, ceux qui avaient survécu atteignirent enfin les camps de transit, mais leur calvaire était loin d'être terminé. Maintenant, les survivants des marches forcées étaient confrontés à de nouveaux cauchemars. Famine, maladie et le poids presque insupportable de la captivité. Sur les 91 000 prisonniers capturés à Stalingrad, près des 2/3 périrent entre leur reddition et leur arrivée dans un camp permanent. L'enfer des camps de prisonniers soviétiques, famine, souffrance et survie contre toute attente. Le résultat de ces marches brutales depuis Stalingrad fut que les soldats allemands qui survécurent arrivèrent à leur prochaine épreuve, les camps de prisonniers de guerre soviétiques. Beketovka, Frolovo et Oranki étaient dispersés à travers l'immense intérieur soviétique qui, avec d'autres, était devenu le dernier lieu de repos pour des dizaines de milliers de personnes. Ils avaient déjà souffert pendant des mois de famine et d'exposition et savaient pertinemment que ce n'était pas encore la fin. Ils mouraient dans ces camps de maladie, d'épuisement, de désespoir, pas de balles ou de bombes. Beketovka, près de Stalingrad, était l'un des camps de transit les plus infâmes. Destiné uniquement à être une zone de détention, en attendant que quelqu'un vienne les chercher, il devint rapidement un lieu de mort massive à cause du manque de soins médicaux et du surpeuplement. Beaucoup de prisonniers étaient trop faibles pour se tenir debout, et ils étaient entassés dans des baraques glacées et affamées. Les malades pouvaient maintenant mourir dans la douleur car rien ne pouvait être fait. Ils succombaient à la dysenterie et au typhus qui se propageait rapidement. Ils décrivaient leur cauchemar de devoir franchir des cadavres juste pour trouver un espace où se coucher. Chaque matin, les gardes soviétiques traînaient les corps de ceux qui étaient morts pendant la nuit hors des baraques, leurs jambes comme du bois de chauffage. À Frolovo, un autre camp de transit, des milliers de soldats allemands, dont des officiers supérieurs, furent affamés. En effet, l'Union soviétique elle-même souffrait de pénuries alimentaires, et nourrir de tels prisonniers n'était pas une priorité. Même lorsque de la nourriture était disponible, la ration quotidienne consistait en une soupe aqueuse de choux pourris avec un petit morceau de pain sec. Beaucoup de prisonniers, affamés au point de ne plus pouvoir se nourrir, recouraient à de la sciure de bois, de l'herbe, des morceaux de cuir ou même les morceaux de cuir faits par eux-mêmes pour remplir leur estomac. Trop faibles pour obtenir de la nourriture, cela tombait dans l'agonie de la faim, vivant dans leur chair. L'ancien monastère orthodoxe d'Oranki fut transformé en camp où les prisonniers allemands étaient usés physiquement et mentalement dans une campagne de guerre physique et psychologique. Les premières démarches des soviétiques pour initier une réorientation systématique des prisonniers sur le plan politique furent des tentatives de briser la loyauté des prisonniers envers Hitler et de les transformer en propagandistes antifascistes. Les prisonniers étaient sélectionnés.
En particulier les officiers et les hommes instruits étaient isolés, suivis de séances d'endoctrinement interminables. Le meilleur traitement était réservé à ceux qui coopéraient, par des officiers soviétiques qui prêchaient les échecs du régime nazi et la puissance du communisme. Désespérés de survivre, certains prisonniers, réalisant la terrible vérité, devinrent même des participants volontaires, rejoignant le Comité national pour une Allemagne libre, une organisation créée pour répandre la propagande alignée sur les soviétiques parmi les troupes allemandes. Mais d'autres ne cédèrent pas, refusant de trahir leur pays pour les conditions sévères. Les réactionnaires, cependant, n'étaient pas seulement accusés d'être exploités par les riches, mais ces hommes étaient aussi qualifiés de réactionnaires et étaient soumis à des traitements bien plus sévères, certains étant envoyés dans les camps de punition en Sibérie, où la survie était presque impossible. Le désespoir pesait lourdement dans l'air de tous ces camps. Il n'y avait pas longtemps que nous passâmes des silhouettes squelettiques, vêtues de haillons, aux yeux creux et au visage décharné, qui autrefois faisaient partie de la Wehrmacht imparable. C'était un soulagement pour beaucoup de rêver d'un sauvetage, d'un retour chez eux auprès de leur famille, mais pour la plupart, la liberté était encore à des années, voire des décennies, d'être atteinte. Sur un total de 91 000 soldats capturés à Stalingrad, seuls environ 5 000 reverraient un jour l'Allemagne. La souffrance de ceux qui périrent prit fin dans les terres gelées de la captivité. Les souvenirs des camps de prisonniers soviétiques entraient ceux qui avaient vécu pour raconter leur histoire jusqu'à la fin de leur vie. L'hiver de la mort, lutter pour survivre dans les camps de prisonniers soviétiques gelés. L'hiver 1943-44 fut l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des prisonniers de guerre allemands capturés à Stalingrad. Les conditions en captivité soviétique étaient déjà misérables, mais lorsque les températures chutèrent et que les maladies se propagèrent sans contrôle, la survie devint presque impossible. Beaucoup de camps de transit improvisés n'étaient rien de plus que des charniers où les hommes succombaient non pas sous les balles, mais à la famine, aux épidémies et à l'épuisement. Dans certains camps, le taux de mortalité dépassait les 70%, les transformant en véritables cimetières de la glorieuse 6e armée désormais anéantie. Le nombre exact de prisonniers allemands morts en captivité soviétique reste sujet à controverse. Les archives soviétiques indiquent qu'environ 45 000 prisonniers de Stalingrad périrent dans les mois suivant leur reddition. Toutefois, les estimations allemandes brossent un tableau encore plus sinistre. De nombreux survivants ont témoigné que le chiffre réel se rapprochait davantage de 60 000, voire 75 000 morts. La vérité ne sera peut-être jamais complètement établie, car d'innombrables prisonniers furent enterrés dans des fosses communes anonymes, leurs noms effacés par l'histoire. Ce qui demeure incontestable, c'est que moins de 5 000 des 91 000 prisonniers initiaux revirent un jour leur patrie. Pour ceux qui s'accrochaient à la vie, chaque jour était une épreuve brutale d'endurance. La nourriture était rare, et la ration quotidienne, lorsqu'elle était distribuée, était à peine suffisante pour maintenir un homme en vie. Un repas typique se composait d'une soupe de choux aqueuse, d'un morceau de pain rassis ou d'épluchures de pommes de terre bouillies. Les prisonniers désespérés en vinrent à manger des rats, des insectes et même des déchets pour survivre. Certains risquaient de sévères punitions en volant de la nourriture dans les entrepôts soviétiques, mais ceux qui se faisaient prendre étaient battus ou exécutés sur le champ. L'hiver russe était un ennemi aussi implacable que la famine. Les prisonniers, déjà affaiblis par des mois de souffrance, ne disposèrent que de vêtements dérisoires. Beaucoup avaient perdu leurs bottes et enroulaient leurs pieds dans des chiffons pour tenter de se protéger des engelures. Il n'était pas rare que des hommes se réveillent aux côtés de cadavres gelés, leurs corps raidis et couverts de givre. L'absence de médicaments signifiait que ceux qui tombaient malades mouraient sans le moindre soin, leur corps étant simplement empilé à l'extérieur avec les autres morts qui s'amoncelaient. Pour survivre, il fallait aussi affronter l'épuisement des travaux forcés. L'effort de guerre soviétique réclamait de la main-d'œuvre supplémentaire et même les prisonniers les plus affaiblis étaient contraints à des journées de travail exténuantes. Ceux qui tenaient encore debout étaient envoyés dans des carrières, des mines et des usines, travaillant 12 à 14 heures d'affilée sous des températures glaciales, avec des rations toujours plus maigres. Beaucoup mouraient d'épuisement, mais le système soviétique, disposant d'un flot ininterrompu de prisonniers, les remplaçait aussitôt.
Malgré ces conditions inhumaines, certains prisonniers réussirent à survivre en s'entraidant. Dans ces groupes, ils partageaient leurs maigres rations et se protégeaient les uns les autres. Ceux qui parvenaient à préserver leur raison récitaient des prières, répétaient des histoires ou se raccrochaient à leur mémoire pour ne pas sombrer dans la folie. Des dizaines de milliers de prisonniers périrent avant même que l'hiver n'atteigne son paroxysme. Ceux qui survécurent ne ressentaient aucune joie. Ils avaient simplement enduré une journée de plus dans l'existence tragique des camps soviétiques. Les Allemands de Stalingrad dans la propagande soviétique, des captifs transformés en outils politiques. Stalingrad n'a pas seulement été une catastrophe militaire pour l'Allemagne nazie, mais aussi une victoire militaire et propagandiste pour l'Union soviétique. Le régime de Staline avait symboliquement remporté la bataille en voyant des dizaines de milliers de soldats de la Wehrmacht vaincus, leurs rangs, jadis fiers, réduits à des prisonniers affamés et gelés. Une fois que l'idée de traiter ces captifs arriva aux autorités soviétiques, elles en perçurent les possibilités. Ces captifs pouvaient être utilisés comme main-d'œuvre, mais aussi pour la guerre psychologique contre le Troisième Reich. Les interrogateurs du système soviétique commencèrent à travailler dès le moment où les prisonniers furent capturés afin d'identifier ceux qui pourraient être utiles. Un traitement spécial fut donc accordé aux officiers, intellectuels et soldats politiquement désillusionnés. Certains se virent promettre de meilleures rations alimentaires, des travaux plus légers et de meilleures conditions de vie, à condition qu'ils coopèrent. Les officiers supérieurs, quant à eux, faisèrent face à une isolation psychologique intense, souvent menaçante, et à une manipulation prodigieuse. Le Comité national pour une Allemagne libre, NKFD, l'une des armes les plus efficaces des soviétiques, faisait partie de ces options. Cette organisation soutenue par les soviétiques naquit en juillet 1943 dans le but de renverser le régime nazi en incitant les soldats allemands à se retourner contre Hitler. Le NKFD se présenta comme le noyau patriote des nationalistes allemands prêts à sauver leur pays de la destruction, et non comme des marionnettes soviétiques. Les véritables ennemis de l'Allemagne n'étaient pas les soviétiques, mais Hitler et son entourage qui avaient entraîné la nation dans une guerre suicidaire. Leur message était soigneusement élaboré. Il était crucial que les officiers capturés jouent un rôle dans la diffusion de ce message. Parmi les ex-officiers de la Wehrmacht, les plus visibles se trouvait l'ancien Wehrmacht Walter von Seydlitz-Kurzbach, un prisonnier de Stalingrad, qui fut l'un des plus en vue dans la campagne de l'organisation lors des Jeux olympiques de 1980. Contrairement à la plupart de ses collègues, Seydlitz n'était pas fidèle à Hitler. Au lieu de cela, il devint l'un des plus fervents partisans du NKFD, incitant les soldats allemands à se rendre à l'armée rouge plutôt qu'à mener une guerre sans espoir. Il suggéra même de créer une légion armée de l'Allemagne libre, ce qu'il ne réussit jamais à faire. Un chemin similaire fut emprunté par d'autres captifs de haut rang. Initialement, le commandant de la 6e armée, Friedrich Paulus, refusa de coopérer. Croyant fermement en son devoir militaire, il passa des mois en captivité, refusant les avances des soviétiques. Sa position s'assouplit, mais à mesure que la guerre tournait définitivement contre l'Allemagne et que des rapports sur les atrocités nazies commençaient à apparaître, son soutien pour le leader se réduisit. Il condamna publiquement Hitler et soutint le NKFD en 1944. Il y avait peu de choses plus sévères pour le moral du soldat allemand que le discours du héros de Stalingrad adressé à la radio de Moscou. Lorsqu'un héros de Stalingrad se retourna contre Hitler, quel espoir pouvait-il encore y avoir? Cependant, tous les prisonniers allemands n'acceptèrent pas les efforts de propagande soviétique. En réalité, le général Karl Strecker et de nombreux officiers résistèrent activement à la coopération jusqu'à la fin. Refusant de travailler pour le NKFD, Strecker passa des années à être torturé en prison pour son refus, dans une tentative de ne pas briser son serment envers le Reich. Et des milliers de soldats ordinaires résistèrent, préférant souffrir plutôt que de se soumettre, même au milieu de conditions de captivité quasiment désespérées. La valeur propagandiste des prisonniers allemands utilisés par les soviétiques fut extrêmement efficace pour affaiblir le moral sur le front de l'Est et semer des graines dans l'esprit de la Wehrmacht. À la fin de la guerre, de nombreux anciens membres du NKFD furent perçus comme des traîtres en Allemagne d'après-guerre ou disparurent dans l'anonymat. Pour ceux qui avaient collaboré, c'était une décision de survie, de conviction
ou de simple pragmatisme. La plupart n'avaient d'autre choix que de devenir des prisonniers de Stalingrad. Pris dans la machine de guerre, mais pour la plupart de ces prisonniers, il n'y avait d'autre choix que de faire face à la réalité plus sombre de la captivité. Années de captivité, une lutte incessante entre espoir, désespoir et survie. La fin de la guerre en mai 1945 ne signifia pas une liberté immédiate pour eux. Alors que d'autres pays libéraient leurs prisonniers de guerre peu après la fin du conflit, l'Union soviétique continua de retenir des dizaines de milliers de captifs allemands pendant des années, voire des décennies. Certains furent contraints de reconstruire l'Union soviétique, ravagée par la guerre et par la paranoïa de Staline, tandis que d'autres furent arrêtés et condamnés comme prisonniers politiques. Vivre en captivité était une épreuve de volonté que trop peu réussirent à surmonter. Après la fin de la guerre, l'Union soviétique détenait encore des centaines de milliers de prisonniers allemands, y compris ceux capturés à Stalingrad, Koursk et Berlin. Contrairement aux prisonniers allemands détenus dans les camps britanniques ou américains, qui furent lentement rapatriés, ceux internés en URSS restèrent dans l'ombre, leur sort peu documenté. Mais le désastre pour la patrie soviétique était l'anéantissement de ses villes, de ses usines et de ses infrastructures, et la main-d'œuvre devenait une ressource essentielle pour la reconstruction. Contraints de travailler dans des conditions brutales dans les mines, les carrières et les chantiers, les prisonniers allemands devinrent un rouage indispensable de cet effort. Pour Staline, la question des prisonniers allemands dépassait largement la simple nécessité de main-d'œuvre. Plongé dans sa paranoïa, il voyait en eux non seulement des ennemis, mais aussi des menaces potentielles, tout comme les soldats soviétiques capturés par l'Allemagne, qu'il considérait comme des traîtres. Il craignait que libérer trop rapidement un grand nombre de prisonniers allemands ne compromette le contrôle soviétique sur l'Europe de l'Est ou ne fournisse à l'Occident des sympathisants. Ainsi, des milliers de soldats allemands restèrent sous la garde des soviétiques pendant des années après la guerre. Et la captivité ne fut pas leur seul tourment. Les premières libérations à grande échelle ne commencèrent qu'en 1950, soit 5 ans après la fin de la guerre. À ce moment-là, des milliers de prisonniers étaient déjà morts d'épuisement, de malnutrition et de maladie. Cependant, de nombreux officiers et prisonniers de haut rang furent maintenus en détention, servant de monnaie d'échange dans la diplomatie de la guerre froide. Ils furent soumis à des programmes d'endoctrinement soviétique, similaires aux efforts du Comité national pour une Allemagne libre pendant la guerre, dans l'espoir d'en faire des alliés du régime communiste en Allemagne de l'Est. Ce n'est qu'après la mort de Joseph Staline en 1953 que le destin des derniers prisonniers changea. Sous son successeur, Nikita Khrouchtchev, une tentative fut faite pour rompre avec l'oppression stalinienne et un programme de rapatriement de masse fut mis en place. En 1955, le dernier grand groupe de prisonniers allemands, environ 10 000 hommes, fut autorisé à rentrer en Allemagne après des négociations avec la RFA. Parmi eux se trouvaient des officiers de haut rang de la campagne de Stalingrad, certains ayant passé plus d'une décennie en captivité. Le monde avait cependant profondément changé pour ceux qui rentraient. Beaucoup avaient perdu leur famille, leur maison, et certains découvrirent que leurs épouses s'étaient remariées. Les anciens prisonniers furent accueillis avec indifférence ou suspicion en Allemagne de l'Est comme en Allemagne de l'Ouest. Certains furent même traités de traîtres pour avoir survécu à la captivité soviétique, tandis que d'autres luttèrent pour se réinsérer dans une société qui les avait oubliés. Quant à ceux qui ne revinrent jamais, leur sort resta inconnu pendant des décennies. Même au XXIe siècle, des fosses communes furent découvertes sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, rappelant le destin tragique de milliers d'hommes disparus durant ces longues années de captivité. Les survivants de la bataille de Stalingrad, des marches de la mort et de l'enfer gelé des camps soviétiques avaient traversé l'impensable, pour finalement se rendre compte que, pour beaucoup d'entre eux, la guerre n'était pas encore terminée. Le retour de la captivité, rentrer chez soi dans une Allemagne changée et divisée. Le voyage de retour pour les soldats allemands capturés à Stalingrad et après la bataille fut long et incertain. La guerre se termina en 1945, mais beaucoup de prisonniers soviétiques restèrent en captivité pendant des années, en fonction des politiques de Staline, des tensions de la guerre froide, etc. Les rapatriements ne commencèrent qu'en 1948, puis une vague finale en 1955, et beaucoup des soldats de retour furent forcés de revenir dans une Allemagne qui, bien qu'ils l'aient connue,
leur était devenue étrangère. Les premiers rapatriements à grande échelle eurent lieu en 1948, pendant la Première Guerre froide, alors que l'Union soviétique consolidait son pouvoir en Allemagne de l'Est, RDA, République démocratique allemande. Parmi les premiers prisonniers figuraient ceux jugés politiquement utiles, ceux qui s'étaient joints à des groupes soutenus par les soviétiques, comme le Comité national pour une Allemagne libre. Les autorités soviétiques reconfiguraient ces hommes comme des anti-nazis rééduqués afin de rendre un jugement sur ces hommes et de construire une Allemagne de l'Est socialiste. La plupart des anciens prisonniers, quelle que soit leur croyance, n'avaient d'autre choix que de jouer ces rôles s'ils voulaient sortir de la captivité. Cependant, il restait de l'espoir pour ceux qui étaient toujours entre les mains des soviétiques. Lorsque le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer se rendit à Moscou en 1955 pour négocier la libération des derniers captifs, les forces soviétiques libérèrent leurs derniers prisonniers. Les efforts diplomatiques d'Adenauer permirent le retour d'environ 10 000 prisonniers de guerre allemands qui avaient été en captivité pendant plus de 10 ans. À présent, ce n'étaient plus que des hommes misérablement maigres, perdus dans leur transe et épuisés par des années de travail forcé, de malnutrition, de maladies et d'abus mentaux. Certains avaient abandonné tout espoir de revoir un jour leur pays. Une fois rentrés, ils découvrirent que l'Allemagne avait changé tout autant qu'eux. Les prisonniers de retour reçurent un accueil mitigé en Allemagne de l'Ouest. Des cérémonies publiques furent organisées pour les accueillir, mais la réalité était bien moins chaleureuse. Après la guerre, beaucoup d'anciens soldats ne purent s'intégrer dans une société qui avait avancé sans eux. Beaucoup de femmes s'étaient remariées, de nombreux enfants étaient devenus adultes sans leur père, et l'économie d'après-guerre n'avait plus de place pour les hommes qui avaient combattu et vécu sous l'empire d'Hitler. Le pire arriva. Certains pensaient que les prisonniers arrivants s'étaient convertis au communisme en raison de leur longue captivité soviétique. Mais de même, la situation en Allemagne de l'Est était différente. Seuls les prisonniers de guerre qui revenaient en conformité avec l'idéologie communiste étaient accueillis par le Parti socialiste unifié d'Allemagne, SED. Beaucoup de ceux qui occupaient des positions influentes dans le gouvernement et l'armée étaient ceux qui avaient travaillé avec la propagande soviétique. D'autres secteurs de la population, comme ceux qui avaient résisté à l'endoctrinement soviétique, furent marginalisés ou sous surveillance de l'État. Les anciens prisonniers, de leur côté, ne purent ou ne voulurent pas accepter le nouvel ordre politique et tentèrent de fuir vers l'Ouest, risquant l'emprisonnement ou même la mort de la main de la Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est. Beaucoup de prisonniers de retour avaient des cicatrices psychologiques profondes et cela allait bien au-delà du paysage politique. Ils étaient physiquement brisés, avec des années de malnutrition, de travail forcé et d'exposition à des conditions extrêmes. Le traumatisme émotionnel était encore plus grave, ce qui allait être reconnu comme le trouble de stress post-traumatique TSPT. En Allemagne d'après-guerre, il n'y avait ni compréhension ni sympathie pour ces hommes. La guerre était gagnée, le pays était en voie de rétablissement. Ainsi, beaucoup d'anciens prisonniers de guerre choisirent de ne pas parler, car il n'y avait pas de place pour les récits de souffrance et de captivité. Tout le monde n'a pas été ravi de revenir à la maison après avoir passé du temps en captivité soviétique. L'Allemagne pour laquelle ils avaient combattu n'existait plus, insolvable et brisée, et le pays auquel ils étaient revenus avait peu de patience pour les fantômes du passé. La véritable lutte ne se termina pas pour beaucoup d'entre eux tant qu'ils n'étaient pas rentrés à la maison. Le travail sans fin, les prisonniers allemands comme travailleurs forcés de l'État soviétique. La captivité ne signifia ni repos ni soulagement pour les soldats allemands qui s'étaient rendus à Stalingrad. Au contraire, elle annonçait des années de labeur forcé sous le régime soviétique. Près de 2000 prisonniers furent déplacés à travers les goulags soviétiques, entassés dans des wagons à bestiaux, surpeuplés à destination de la Sibérie, des montagnes de l'Oural et des villes dévastées d'Ukraine et de Russie. Il ne s'agissait pas de passer la guerre enfermés, mais bien de devenir les esclaves de l'État soviétique, chargés de reconstruire la nation qu'ils avaient tenté de détruire. À leur arrivée dans ces camps de travail, les prisonniers étaient triés rapidement et affectés en fonction de leur état physique. Certains étaient envoyés dans les mines de charbon, les carrières et les camps de bûcheronnage, où ils enduraient des journées épuisantes sous des températures glaciales. D'autres étaient assignés aux usines, aux chemins de fer
et aux chantiers de construction, contribuant à la reconstruction des villes soviétiques bombardées. Dans les principaux sites de travail forcé, les prisonniers allemands étaient contraints de déblayer les décombres et de reconstruire les villes qu'ils avaient eux-mêmes réduites en ruines. Les conditions dans les camps étaient d'une brutalité indescriptible. Les prisonniers travaillaient de 12 à 16 heures par jour, souvent sans outils adaptés, contraints d'effectuer les tâches à main nue. La plupart des surveillants soviétiques étaient impitoyables. Beaucoup avaient perdu des proches lors de l'invasion allemande. Les prisonniers qui travaillaient trop lentement ou montraient des signes d'épuisement étaient battus, privés de nourriture ou abandonnés dehors pour mourir de froid. Le travail était incessant et seule la souffrance pouvait offrir une issue. La malnutrition fut l'un des plus grands bourreaux de ces camps. Chaque jour, les prisonniers recevaient un maigre bol de soupe aux choux dilués, quelques grammes de pain noir et parfois un peu de poisson ou un morceau de viande. Travaillant dans les mines et les carrières, ils brûlaient des milliers de calories par jour, mais leur ration ne couvrait qu'une infime fraction de leurs besoins. Rongés par la faim en permanence, ils fouillaient les détritus, mangeaient des rats, de l'herbe et parfois même les restes jetés par les gardes soviétiques. Les soins médicaux étaient quasi inexistants. Les blessures et maladies n'étaient pas traitées, laissant les infections se propager. La tuberculose, la pneumonie et la dysenterie ravageaient les prisonniers. L'hiver soviétique ajoutait une nouvelle épreuve à leur calvaire. Déjà affaiblis par la famine, de nombreux Allemands mouraient gelés dans leurs baraquements. Ceux qui survivaient à l'hiver n'étaient pas au bout de leur peine. Les étés meurtriers apportaient leur lot de souffrances, où chaleur écrasante, insectes et épuisement entraînaient la déshydratation et les coups de chaleur. Malgré ces conditions infernales, les autorités soviétiques continuaient d'exiger toujours plus des prisonniers. Leur objectif était d'extraire autant de travail que possible avant que les hommes ne s'effondrent définitivement. Trop faibles pour résister, certains se laissaient tomber au sol et attendèrent la mort, conscients que leur lutte était vaine. D'autres, portés par un espoir insensé, tentaient l'impossible, convaincus que leur volonté les mènerait à une libération éventuelle. Mais dans la machine soviétique du travail forcé, la vie humaine n'avait aucune valeur. Pour de nombreux prisonniers allemands, le travail forcé ressemblait à une condamnation à mort sans exécution formelle. Ils n'étaient plus des soldats, mais des ombres d'hommes, brisés et écrasés par une guerre qui pour eux n'était pas terminée. Une fois enfin rentrés chez eux, les cicatrices physiques et psychologiques de leur captivité resteraient gravées en eux pour le restant de leurs jours. La peste épidémique, mort et souffrance dans les baraquements surchargés des camps de prisonniers. À ce moment-là, l'armée rouge était, paradoxalement, un ennemi aussi impitoyable que la maladie, qui tuait les prisonniers de guerre allemands dans le vaste réseau de camps de travail soviétiques. Pour les survivants des marches brutales menant à la captivité et du travail épuisant, la maladie était un tueur impensable. Surpeuplés et sans aucune bonne hygiène, les camps de prisonniers étaient des foyers de maladie, devenant des terrains de reproduction pour des épidémies mortelles. Luttant contre le typhus, la dysenterie, la tuberculose et la pneumonie, les hommes qui avaient été en première ligne pour mener la guerre avaient désormais peu d'espoir de survie. Les conditions dans les baraquements n'étaient empreintes d'aucune humanité. Ils étaient traînés dans des cabanes en bois sombre et non chauffées, où des milliers de prisonniers pouvaient dormir, épaule contre épaule, sur des planches pourries. Le typhus était une maladie qui provoquait de fortes fièvres, de la faiblesse, et qui, en fin de compte, causait une défaillance organique, se propageant à cause des infestations de poux omniprésentes. L'eau contaminée et la nourriture avariée étaient responsables de la dysenterie, qui laissait les prisonniers trop faibles pour se lever et constamment déshydratés. L'hiver sibérien, avec des températures suffisamment basses pour que les prisonniers commencent à développer une pneumonie à cause du manque d'exposition et d'un système immunitaire affaibli par des mois de famine, achevait de briser les corps. Les fournitures médicales étaient presque inexistantes. Les rares médecins parmi les prisonniers faisaient ce qu'ils pouvaient, mais sans antibiotiques, sans bandages et sans installations appropriées, leurs efforts étaient vains. Les interventions chirurgicales étaient effectuées sans anesthésie, et les blessures, si elles n'étaient pas traitées immédiatement, se gangrenèrent souvent. La tuberculose se propageait de manière incontrôlable, les prisonniers toussant infectant ceux autour d'eux, leur corps frêle se dégradant dans une lente agonie. Les gardes soviétiques montraient peu de pitié.
Beaucoup voyaient les prisonniers allemands non pas comme des êtres humains, mais comme des symboles de la dévastation que les nazis avaient infligée à leur pays. Les demandes de médicaments étaient souvent ignorées, et ceux qui tombaient malades étaient laissés à mourir dans leur couchette, trop faibles pour bouger, leur souffrance devenant un châtiment persistant pour la guerre qu'ils avaient menée. Ceux qui devenaient trop malades pour travailler étaient considérés comme des fardeaux, parfois privés de nourriture complètement ou simplement traînés dehors et laissés dans la neige pour périr. À mesure que le nombre de morts augmentait, les camps se transformaient en immenses fosses communes. En l'absence de procédures funéraires appropriées, les prisonniers étaient souvent jetés dans des fosses communes, leurs corps entassés les uns sur les autres dans la terre gelée. Dans certains cas, les morts restaient non enterrés pendant des jours, leurs cadavres empilés à l'extérieur des baraquements jusqu'à ce que le sol ait suffisamment dégelé pour creuser. Pour beaucoup, il n'y aurait ni pierre tombale, ni marqueur, juste une fosse anonyme où des milliers de vies prenaient fin dans le silence. Torture psychologique. Les méthodes brutales utilisées pour briser l'esprit des hommes. Les douleurs physiques causées par la famine, le travail forcé et les maladies chez les soldats allemands capturés à Stalingrad n'étaient qu'une partie de leur supplice. Leur souffrance psychologique était tout aussi, sinon plus, insupportable. Beaucoup de soldats de la Wehrmacht, désormais broyés par le système soviétique, n'étaient pas seulement brisés physiquement, mais aussi mentalement et spirituellement. L'isolement, les interrogatoires et une propagande lente mais incessante ont détruit des milliers d'esprits. Le désespoir se répandait comme une épidémie dans les baraquements. Ce que craignaient le plus les prisonniers, ce n'était pas tant la faim ou le travail, mais l'incertitude de leur sort. Alors que la plupart des prisonniers de guerre détenus en Occident étaient progressivement rapatriés, ceux des camps soviétiques ignoraient s'ils reverraient un jour leur foyer. Ils ne recevaient ni lettres, ni nouvelles de leur famille, et le temps lui-même perdait son sens dans le cycle cruel des saisons glaciales. Certains étaient de fervents nazis, d'autres de simples soldats, mais tous étaient prisonniers d'un État qui les considérait comme des ennemis à punir. Les autorités soviétiques isolèrent certains prisonniers pendant des semaines, voire des mois, dans des cellules glaciales et sans fenêtres, les laissant seuls avec leur propre esprit. Beaucoup perdirent peu à peu leur emprise sur la réalité, privés de toute interaction humaine. Certains se mettaient à parler seuls, conversant avec des proches imaginaires ou des camarades morts depuis longtemps. D'autres s'enfermaient dans un silence absolu, n'ouvrant la bouche que lorsqu'on leur ordonnait. Les interrogatoires étaient tout aussi impitoyables. L'objectif principal des officiers soviétiques était d'arracher des aveux, réels ou inventés, à leurs prisonniers. Accusés de crimes de guerre qu'ils n'avaient jamais commis, certains furent torturés jusqu'à ce qu'ils avouent et renient leur passé, jurant allégeance à la cause soviétique. Ceux qui résistaient étaient privés de sommeil, torturés pendant des heures interminables et manipulés psychologiquement. Beaucoup furent faussement promis à une libération en échange de leur coopération, incités à mener une vie productive et méritante avant d'être renvoyés au camp dès qu'ils devenaient inutiles. La propagande soviétique était une forme de torture psychologique parmi les plus redoutables. La rééducation ciblait en particulier les officiers de haut rang et les prisonniers considérés comme politiquement influents, qui devaient assister à d'interminables conférences sur l'idéologie communiste. Certains furent contraints de rejoindre le Comité national pour une Allemagne libre, une coalition soviétique destinée à rallier d'anciens officiers nazis contre le régime hitlérien. Certains, épuisés ou cherchant un meilleur traitement, acceptèrent de collaborer. D'autres résistèrent et subirent encore plus de punitions. Pour de nombreux prisonniers, la mort semblait être la seule échappatoire. Les suicides étaient terriblement fréquents dans les camps. Certains se pendaient avec des cordes de fortune ou utilisaient la ceinture de leur uniforme. D'autres marchaient volontairement dans la nuit glaciale et s'allongeaient dans la neige, abandonnant leur lutte contre le froid. Quelques-uns provoquaient même les gardes pour être abattus, préférant une mort rapide à une lente agonie. Les pelotons d'exécution n'étaient pas nécessaires pour briser un prisonnier dans le système soviétique. L'incertitude interminable, les aveux forcés et la destruction progressive de l'esprit suffisaient à anéantir même les hommes les plus forts. Quand certains prisonniers furent finalement libérés, après des années, voire des décennies de captivité, ils n'étaient plus les soldats qui avaient autrefois marché vers la bataille.
Hantés par les années d'emprisonnement et les souvenirs de ceux qui n'avaient pas survécu, ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les hommes oubliés, les soldats allemands qui ne sont jamais revenus de la captivité soviétique. La captivité en Union soviétique est devenue une sentence de mort pour des milliers de soldats allemands faits prisonniers à Stalingrad. Beaucoup sont morts dans des conditions misérables dans les camps de travail forcés brutaux, mais d'autres ont tout simplement disparu, laissant leur destin englouti dans l'histoire. Des décennies plus tard, leurs familles n'avaient toujours pas de réponse, avaient perdu leur nom dans les archives soviétiques, n'avaient pas de tombe marquée et étaient oubliés. L'ampleur de la disparition était stupéfiante. Sur les 91 000 soldats allemands qui sont tombés en captivité russe à Stalingrad, moins de 6 000 auraient été autorisés à retourner dans leur pays. D'autres ont été exécutés peu après leur reddition, leurs corps jetés dans des fosses communes ou mourant de faim, ou simplement succombant à l'épuisement et aux maladies. Cependant, pour des milliers d'entre eux, on ne sait pas s'ils ont survécu ou non. Certains sont morts dans des camps éloignés et leurs noms n'ont jamais été enregistrés, leurs restes enterrés dans la terre gelée de Sibérie ou les décombres de villes dévastées par la guerre. Certains avaient été transférés loin dans l'Union soviétique, leurs identités effacées en étant forcés de travailler dans des mines, des forêts et des chantiers où ils mouraient dans l'anonymat. Les disparus ont été presque abandonnés en Allemagne. Avec son économie brisée à reconstruire et l'intégration dans le monde occidental à accomplir, l'Allemagne de l'Ouest n'avait que peu de désir de réclamer le retour de chaque dernier prisonnier. En 1955, lorsque le chancelier Konrad Adenauer réussit à faire libérer des milliers de prisonniers, le nombre de ceux dont on ne savait rien s'élevait à des milliers, leur existence réduite à des lettres sans réponse et des souvenirs oubliés. La guerre n'a jamais cessé pour leurs familles. Elle s'est prolongée dans une souffrance incertaine. En revanche, les prisonniers de retour en Allemagne de l'Est étaient traités différemment. Seuls ceux qui avaient été rééduqués en captivité soviétique étaient les bienvenus sous le régime communiste au pouvoir, contrôlé par l'Union soviétique. De nombreux anciens prisonniers étaient des instruments politiques dans le sens où ils étaient exhibés comme des exemples de la manière dont la nouvelle Allemagne devait accepter le socialisme et rejeter son passé nazi. La torture était considérée comme le moyen approprié de traiter ceux qui refusaient de se soumettre à l'idéologie soviétique, les qualifiant de traîtres, de suspects et de marginalisés. Ils devenaient alors soit des vestiges gênants d'une guerre perdue, soit des héros. Certains soldats allemands ont été capturés et sont devenus les derniers chapitres de la captivité jusqu'au milieu des années 1950. La plupart des prisonniers de guerre ont été rapatriés d'ici 1948. Cependant, des milliers sont restés dans les camps soviétiques encore une décennie. Parfois, ils avaient des preuves, parfois non, mais chacun de ces hommes a souvent été accusé de crimes de guerre. Officiellement inculpés, beaucoup ne l'ont jamais été, et dans de nombreux cas, leur présence n'a jamais été officiellement reconnue ni par leur pays d'origine ni par les soviétiques. Certains anciens soldats ne sont revenus que dans les années 50 et leurs corps étaient vieux, beaucoup plus vieux qu'ils ne l'étaient réellement, et leurs esprits avaient été brisés par les horreurs qu'ils avaient endurées. Cela a laissé les familles de ceux qui ne sont jamais rentrés dans le silence. Les lettres restées sans réponse n'ont mené nulle part. Les enquêtes de la Croix-Rouge n'ont pas fourni de réponse. Et même l'Union soviétique n'a jamais voulu discuter du nombre de morts dans ces camps de travail. Des fosses communes ont été retrouvées des décennies plus tard à travers la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan, tandis que les restes squelettiques des soldats allemands étaient exhumés. Des hommes dont la mort n'avait jamais été officiellement déclarée. Stalingrad n'était pas seulement un lieu de guerre, mais aussi un lieu de l'histoire, celle de ses victimes. Leur perte a été masquée par des agendas politiques, recouverte par des années de sentiments de guerre froide et de changements dans les orientations nationales. Leur histoire complète reste encore à raconter, et certains de leurs noms sont simplement murmurés par le vent au-dessus des tombes anonymes de l'Est. C'est peut-être l'une des tragédies les plus effroyables de la Seconde Guerre mondiale. Le sort des soldats allemands capturés à Stalingrad reste enveloppé de mystère. Moins de 6 000 des 91 000 prisonniers qui se sont rendus ont revu l'Allemagne. Les autres ont péri lors des marches forcées, dans les baraquements infestés de maladies ou dans les camps de travail interminables de l'Union soviétique. Leurs corps furent entassés dans des fosses communes.
leurs noms effacés dans des tombes anonymes et leurs souffrances enfouies sous des couches de secrets politiques. Pour ceux qui étaient rentrés, la cicatrice de la captivité ne s'effaça jamais. Ils portaient en eux le poids de la perte de leurs camarades, des années qui leur avaient été volées et des souvenirs douloureux d'une guerre qui, pour eux, ne s'était jamais vraiment arrêtée. Cependant, leur histoire n'est pas seulement celle de la souffrance humaine à travers la guerre, mais un témoignage du coût humain du conflit. Elle nous oblige à affronter les conséquences brutales de la guerre, y compris celles qui touchent ceux que l'on considère comme les ennemis. Si nous oublions cette leçon, nous risquons de répéter leur destin.